Ok, pour commencer, on va faire voilà, une étude un peu de la géomorphologie en se basant sur l'MNT, parce que la géomorphologie, c'est tout simplement l'étude des formes du relief terrestre. Donc, l'autre fois, on a vu avec le MNT, par exemple, là, je fais une rapide stylisation. On a fait avec le MNT qu'on peut voir un peu comment varient les altitudes. Ok, donc ça, c'est vraiment de la topographie, je dirais. Maintenant, cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est avec cette variation de l'altitude, quelles sont les formes du relief, voilà, qui sont là, où sont les vallées, où sont comment dire, les lignes, la ligne de crête, les versants, etc. Par exemple, là, on a l'altitude, comme on avait fait, on peut avoir des classes d'altitude si on veut. Donc, pour ce faire, il y a un outil spécifique qu'on va utiliser qui s'appelle Géomorphon. Ok, donc je pense que l'outil fait le travail qu'il faut. Après, c'est à nous de voir comment on va interpréter les résultats. Surtout vu que l'outil est en anglais aussi, comment, comme je l'ai dit, interpréter ces résultats qu'il nous donne. Et avant de continuer, la spécificité, c'est que cet outil va mieux fonctionner avec des MNT d'une résolution plus fine en tout cas. Donc, globalement, on a accès au MNT, au SRTM, comme on a vu l'autre fois avec ce MNT du Sénégal. Mais malheureusement, ce MNT-là est à une résolution de 30 mètres. Allez, là, je vais faire rapidement une stylisation. Tac. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la différence. Donc, vous voyez, celui-là, il est plus lisse, je dirais, alors que celui-là, on a du bruit parce que ce MNT-là du Sénégal, ok, c'est à une résolution de 30 mètres. Alors que celui-là, le MNT de geste particulier que j'ai là, c'est à une résolution de 5 mètres. Donc, c'est un peu ça. Donc là, dès que je zoome un peu, je vois les pixels. Ok, c'est assez pixelisé. Alors que l'autre, vous voyez, là, on n'arrive pas à voir les pixels parce qu'il faut aller à un niveau beaucoup trop bas pour pouvoir voir les pixels sur ce MNT-là. Donc, ce sera beaucoup plus facile, fonctionnel pour le logiciel d'utiliser ce MNT-là, 5 mètres, pour nous montrer les formes du relief. Parce que quand tu prends 30 mètres, souvent, ça peut être assez large pour qu'il puisse identifier, surtout s'il s'agit d'une petite vallée, par exemple, un petit lit de rivière qui peut peut-être ne pas dépasser les 30 mètres de largeur, par exemple. Donc là, le MNT de 30 mètres aura des soucis. Donc, bon, il existe des sources pour avoir des MNT. Bon, je vais montrer par exemple pour le Sénégal. Ok. Par exemple, pour le Sénégal, on peut aller sur Géo-Sénégal, le site de Géo-Sénégal. Ok. Et dans le site de Géo-Sénégal, on peut aller sur données et services et aller sur la base de données géographiques, la base géo. Et dans la base géo, on a plusieurs données qui sont disponibles. Souvent, honnêtement, surtout les données vectorielles ne sont pas top. C'est vraiment, en tout cas, celles que j'ai eu à explorer sont très cool. Maintenant, par exemple, au niveau des MNT, on a les MNT de 30 mètres qui ont leur utilité, les MNT de 90 mètres et les MNT de 5 mètres. Par exemple, quand je clique sur modèle numérique de terrain de 5 mètres, malheureusement, ça ne couvre pas tout le Sénégal, ça couvre uniquement certaines grandes villes qu'on voit ici en termes de points. Ce sont uniquement ces zones-là qui sont en tout cas disponibles. Donc, par exemple, moi, j'ai pris le MNT de Thiès, tac, puis je l'ai téléchargé vite fait. Voilà, c'est le Thiès Elevation téléchargé. Donc, quand on utilise, c'est la spécificité. Si vous avez la possibilité d'avoir un MNT à une plus grande résolution, comme on le voit ici, on voit bien les formes du relief par rapport à ce MNT-là où on ne voit pas un peu certaines choses. Donc, l'outil, on va aller sur traitement boîte à outils. Et vous allez tout simplement rechercher Géomorpho. Okay, et vous allez utiliser l'outil grâce Géomorphon. Okay. Normalement, par défaut, vous avez grâce ZIS. Si vous ne l'avez pas, je pense que vous allez sur extension, installer, gérer les extensions. Recherchez grâce.
Et là, vous allez tout simplement activer grâce GIS Processing Provider si ce n'est pas activé. Ok, là c'est bon. Donc, R géomorphon. Ok, là, il veut calculer le géomorphon, terrain forme, donc les formes du relief, and assure the geometry using machine vision. Bon, c'est, par exemple, si nous, on étudie manuellement les formes du relief, on va peut-être zoomer, voir. Bon, ce sera un peu difficile pour nous de voir carrément sur le MNT, mais là, par exemple, je peux me dire que là, quand même, je vois un peu une certaine forme de fond de vallée, un peu quelque chose comme ça, que je peux peut-être numériser, mais lui, il va le faire automatiquement en utilisant un peu des techniques de vision par ordinateur. Voilà, donc là, par exemple, sur les paramètres, je sais pas, les écritures sont trop petits. Général, pourtant là, on est bon. Taille des icônes, ok, pourquoi c'est à 5? Ça, après, je vais devoir redémarrer. Alors, je vais enregistrer ce projet. Ok, donc là, on a le rayon de recherche. Ok, le rayon de recherche interne. Pour la plupart du temps, vous pouvez laisser ça par défaut, hein, c'est des valeurs, c'est des paramètres optionnels. Mais c'est un peu pour dire, pour l'expliquer, hein. Par exemple, si on a un point ici, il peut par exemple prendre un rayon de recherche de 3. Normalement, c'est en unité de carte, donc peut-être 3 mètres pour voir autour, pour voir un peu autour ce qui se passe en fait, pour pouvoir utiliser ce rayon-là, pour voir est-ce que la forme que je suppose être là, est-ce que cette forme continue toujours. En gros, c'est ça. Vous pouvez peut-être légèrement augmenter ça, peut-être en mettant juste la résolution de votre MNT, je pense que ce sera plus pratique. Comme ça, à chaque pixel, après, il peut voir au niveau du pixel suivant s'il fait toujours partie de la même unité ou bien s'il peut la considérer comme faisant partie de la même unité, quelque chose comme ça. Rayon de recherche interne, je pense que tous ces paramètres-là, moi, je les utilise pas. Ok, après, on peut tout simplement l'enregistrer ou bien exécuter pour examiner les résultats que l'on a. Voilà. Donc là, on choisit bien le MNT. Donc 32,628. Donc ça sera des unités dans ce domaine-là. Je peux exécuter. Donc là, ça prend quand même un peu de temps. Ok. Là, c'est finalement rapide, hein. Donc là, j'ai comme résultat, vous voyez, si vous faites un peu l'expérience avec un MNT à une résolution beaucoup plus grande, vous verrez les résultats seront différents. Et en principe, les MNT avec une résolution plus fine auront des résultats plus précis. Ok. Donc là, on a un nouveau raster qu'il nous a donné. Formes géomorphiques les plus courantes. Ok. Et quand je déroule, vous voyez, on a à peu près 6, 7, 8, 9, on a 10 formes. Donc, comme je vous disais, c'est en anglais, vous pouvez après traduire pour voir un peu ce que ça représente réellement. Ok. Donc, on a les formes géomorphologiques les plus courantes. Après, peut-être nous, on peut ne pas être vraiment intéressé par toutes ces formes. On peut vraiment mettre en valeur certaines pour surtout améliorer un peu la compréhension, de faciliter la compréhension de la carte. Parce que si on se retrouve avec une légende avec tout ça, on peut ne pas vraiment bien comprendre. Ok. Par exemple, là, on voit, j'ai les vallées. Ok, là, je vais augmenter le truc.
Je pense que je vais reprendre. Est-ce que vous arrivez à voir parce que le texte était un peu petit? Oui, on arrive à voir. Ok, donc c'est bon. Parce que ce côté-là, la police est un peu petite, mais je ne voudrais pas reprendre tout. Du coup, donc ce que vous allez faire pour mieux manipuler ça, ce sera de vectoriser un peu le résultat et de continuer. Mais ne serait-ce qu'avec la symbologie, vous pouvez voir flat, je pense que ça dit bien son nom. Vous pouvez modifier la couleur. C'est tout simplement les zones considère comme étant plutôt plates. Et, par exemple, les pics, ce serait normalement les crêtes en fait. Donc quand on zoome pour voir ça correspond à quelle couleur, donc là on aura un peu de difficulté parce qu'il y en a beaucoup de couleurs. Mais pour mettre en valeur une couleur et vérifier sur la carte, je peux par exemple mettre ça en rouge, vu que le rouge ça sort bien. Dès que je mets en rouge, je vois que ce pixel-là, celui-là, c'était celui qui était en vert. Ouais. Donc en changeant de couleur, ça vous permet rapidement de vous faire une idée. Donc les pics, normalement, ça représente les pics, donc les sommets. Donc soit vous pouvez les mettre en noir ou bien je pense qu'on peut les mettre en rouge pour l'instant. Ridge, c'est pas forcément, peut-être c'est les berges ou bien quelque chose comme ça. Voilà, donc après vous pouvez toujours comparer avec les MNT. Là, je sais pas qu'est-ce qu'on a, mais on a en tout cas quelque chose qui est comme un canal qui est creusé. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est adjacent. Ok, c'est un peu. En tout cas, je pense que c'est les rails en fait. Je pense que l'altitude est trop basse. C'est pour cela qu'on voit carrément sur le MNT. On a cette forme de creusement et la forme est bien représentée ici par slope, peut-être c'est en versant une zone de pente, mais peut-être avec les ridges là qui veulent dire un peu berge. Donc ça les considère un peu comme des berges parce que entre eux, il y a vraiment des altitudes beaucoup plus basses. Donc qui représentent un peu ce creusement. Et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'on a encore quelque chose de pareil ici. Donc quand on regarde les berges, les ridges, on en a un peu des deux côtés et qui encadre une zone qui est beaucoup plus basse. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a. Et quand on regarde de l'autre côté, je pense qu'on avait quelque chose ici. Et c'était ça. Ouais, je pense qu'on a une zone un peu basse au milieu et on a les ridges qui sont là. Après, il faudra aller, comment dirais-je, traduire pour voir. Donc là, on a les vallées. Donc c'est normalement le fond de vallée, donc le lit mineur, disons. Et on voit que c'est toujours, ça représente un peu l'espace au milieu ici, de cette forme-là qu'on a vue. Donc au centre, on a vraiment le fond de vallée qui est représenté par cette couleur-là. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas directement avoir avec, voilà, juste le MNT là, on ne pouvait pas interpréter ces formes-là avec précision. Et là, on a vraiment déjà quelque chose. On peut mettre en valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains éléments. Comme je veux dire, j'ai besoin des vallées, des pics et peut-être de la zone plate. Donc, euh, bon, ce que vous pouvez faire, c'est juste aller, comment dirais-je, traduire ça. Sinon, vous pouvez faire, mais juste aller sur ChatGPT et le demander aussi, c'est une possibilité. Par exemple, copier ça, copier aussi forme géomorphologique, demander de t'expliquer. Je crois que ça va marcher mieux qu'en tout cas des traducteurs comme Google Traduction. Peut-être essayer DeepL pour voir. L'essentiel, c'est de trouver un outil qui va vous permettre de bien traduire en français. Mais si vous mettez juste Google Traduction, lui, vraiment, souvent, il ne sait même pas de quoi on parle. Donc, je vais rechercher ChatGPT. Je vais lui dire. Ok. Ok. Ouais, fais-moi la traduction. Ok. De ces, comment dirais-je, termes représentant des formes géométriques. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans les détails pour normalement s'en sortir.
vu que c'est une image. Donc, il m'a dit flat, plat, comme on avait dit. Peak, c'est le sommet. Ridge, ok, ridge, il dit que c'est la crête. Et on peut voir, seulement. Shoulder, épaulement. Après, peut-être il peut expliquer pour éperon. Slope, c'est la pente. Normalement, c'est un peu les versants. Foot slope, c'est le bas de pente. Donc, vraiment, l'outil vous donne tous les éléments de géomorphologie qu'il vous faut. Pit, c'est un peu une dépression, une cuvette. On va voir ce que ça donne. Par exemple, on a ici pit. Donc, il dit c'est une dépression. C'est un peu comme la vallée, mais dans une zone qui serait plutôt endorreique. Dans une zone plutôt fermée. Je vais voir ce qu'on en a. Je vais le mettre en rouge pour voir. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Donc, je vois normalement c'est ça. Ok. Donc, on en voit une ici. On peut toujours comparer avec, bon, là, quand même, on n'arrive pas à bien voir. Peut-être avec le fond de carte. Là, on est en ville carrément. Mais il dit qu'ici, on a quand même une zone dépressionnaire. Vous voyez, donc, même en ville, peut-être on peut aller sur le terrain, vérifier ce qu'il a trouvé. Donc, un pixel de 5 mètres qu'il considère comme étant une dépression réelle. Donc, peut-être dans le cadre d'une étude d'inondation, ces dépressions peuvent apporter, cette détection peut apporter voilà, des insights intéressants pour nous dire que voilà, si certaines zones dépressionnaires, et peut-être en priorité, il faudra surveiller pour savoir ce qui se passe. Maintenant, ce qu'on va faire pour mieux explorer ça, c'est tout simplement vectoriser ça. Ok, donc on va aller sur raster. Parce que là, on est sur une couche raster, donc je n'ai pas directement la possibilité d'aller sélectionner, zoomer sur voilà, sur quelque chose, vérifier un peu la superficie couverte par telle chose ou quelque chose. Donc, je peux aller sur raster, conversion polygonisée. Ok, donc là, je prends bien ma couche forme géomorphique les plus courantes. Et là, je n'ai absolument rien de spécial à faire. Je peux l'enregistrer si je le souhaite. Je pense que je peux laisser après, je vais regrouper avant d'exporter aussi au cas où. Donc, je peux exécuter. Voilà, là, on a la version vecteur de notre couche. Ok, donc pour la symbologie, la première chose, je pense qu'on l'avait vu l'autre fois, c'est tout simplement d'enlever les lignes noires. Symbologie, on peut prendre catégoriser. Valeur, on va mettre DN. Donc, DN, c'est toujours quand on vectorise la valeur digital number, un peu quelque chose comme ça. Donc, les valeurs numériques qui ressortent de la couche raster. Après là, on peut aller directement cliquer sur le symbole ici, symbole tag. Après, au niveau de remplissage simple, ici à l'intérieur, on va changer la couleur de trait parce que là c'est noir. Bon, on va carrément enlever le trait. Donc, style de trait, au lieu de ligne continue, on va mettre no line, pas de ligne. Ok, comme ça là, on a quelque chose de plus digeste. Après, on peut retourner et on peut éditer. Donc là, il nous a mis ça. Bon, c'est vrai que là, j'ai directement vectorisé sans savoir quoi correspond à quoi. Donc, je peux avoir des soucis. Ok, parce que là, je pense qu'il me met le 1, ça correspond plutôt. Ouais, donc ça prend vraiment l'ordre normalement. Le 1, c'est le flat. Le 2, c'est les pics, etc. Donc, ça prend l'ordre qu'on a ici par défaut. Voilà. Donc, après, on peut tout simplement faire la correspondance et on peut directement renommer ça en français si on veut. Soit ici directement sur la légende, soit au niveau de la table attributaire. Ok. Donc, ce qu'on peut faire au niveau de la table attributaire pour garder un peu ces éléments, c'est d'aller ici, ouvrir la calculatrice de champs. Ok. On va créer un nouveau champ. Et ce nouveau champ, on va l'appeler, ok, on peut l'appeler juste forme. Ok. Au niveau du type de champ, on va mettre maintenant du texte. Ok. Chaîne de caractères.
La longueur du champ, on ne peut pas laisser ça à 0, donc on peut par exemple mettre minimum 20 caractères. Et là, on va lui donner une expression qui va lui permettre un peu de, comment dirais-je, de prendre les valeurs que l'on a ici. Donc, il y a plusieurs façons. Bon, soit on pouvait directement regrouper après le faire simplement manuellement. Mais sinon, on peut mettre une condition case ou bien replace peut-être. Je vois replace string before after. Ok, replace use array. Ok. Oui, peut-être on peut utiliser replace array. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide. Array replace use. Donc la fonction replace, qu'est-ce que ça fait? Quand tu lui dis replace, tu mets une chaîne de caractères, tu lui dis d'abord on avait ça et puis on veut remplacer par ceci. Ok. Before la chaîne de caractères ou la liste de caractères à remplacer, after la chaîne de caractères ou la liste de caractères à utiliser en remplacement. Donc là je peux l'expliquer brièvement, un peu en dehors de ce cadre-là. Mais si je peux lui dire, donc dans le champ DN, je peux lui dire dans le champ DN, donc ici je vais prendre DN, champ et valeur, je vais prendre DN, ok, je peux lui dire, bon juste pour l'exemple, je remplace 1, ok, donc before 1, je remplace 1 par 10 par exemple, après je ferme la parenthèse, donc normalement tout ce qui était 1 va être remplacé par 10, donc c'est pour cela qu'ici on a 10 alors que peut-être au début on en avait pas, ou bien je peux le remplacer par 100 pour bien vérifier. Vous voyez, donc on a maintenant une valeur de 100, alors que normalement par défaut on n'avait pas une valeur de 100. Donc si je peux lui dire, on prend par 1900, donc cette entité-là sera remplacée par ça. Si je fais OK, je vais voir. Maintenant, moi, ce que je veux lui dire, c'est que tu vas regarder ma table attributaire, comme on le voit ici. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, si tu vois 1, tu le remplaces par ceci. Si tu vois 2, tu le remplaces par ceci. Si tu vois 3, tu le remplaces par ceci. Donc, il y a, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons. La plus simple, en tout cas, à comprendre, ce serait d'utiliser case when. C'est de lui dire case when. OK. Bon, on peut aller à la ligne pour simplifier. Case when. Donc, si. When, on lui dit when dn. Donc, je mets les doubles guillemets, je mets dn si je veux le mettre automatiquement. Si je veux le mettre manuellement, sinon je prends ça. dn égale 1, then. OK. Donc, si dn égale à 1, then, ma valeur, ce sera, par exemple, 1, c'était flat, donc on va dire plat. Donc, je mets ici des guillemets simples à chaque fois que je mets la nouvelle valeur. Donc, when, quand dn est égal à 1, donc, j'aurai ça. Après, on enchaîne à la ligne. When, c'est plus simple à comprendre. dn, je mets double guillemets parce que c'est le nom du champ, est égal à 2, then. Ok, après je lui dis le 2 ça correspondrait à peak. Donc c'est un peu, je pense qu'il avait dit sommet, quelque chose comme ça. Après on peut vraiment prendre la peine de mieux, voilà, traduire. Donc c'était sommet. Donc on lui dit le 2 c'est sommet, ainsi de suite. When dn equal 3, then. Donc le 3 c'était wedge. Donc, c'était un peu les crêtes, voilà. Bridge des crêtes, c'est un peu, moi je le considère plus normalement comme des berges, quelque chose comme ça. Et vu qu'on n'est pas forcément dans le milieu hydraulique, c'est pour cela peut-être qu'il n'a pas dit ça comme ça. Donc, on va parler
crête. Ok, je pense que c'est normal. Parce que la crête est différente du sommet, évidemment. Et puis, on a shoulder, épaulement, éperon, machin. Voilà. J'espère que jusque-là, vous suivez et que vous comprenez ce que je fais. Allô? Allô? Est-ce que vous êtes là? Allô? Est-ce que vous me suivez, Abdoulaye? Allô? Allô, oui. Oui? Ok, je disais, est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis, oui. Ok, ok, d'accord. Donc, voilà. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes là, vous suivez, vous comprenez ce que je suis en train de faire? Ok, donc là, pour la quatrième, on a éperon, machin, on a épaulement, éperon. Ok, on a, je sais pas, copier moi. On peut le faire. Ok. When dn avec double guillemets égale 5, then on a éperon. When dn equal 6, then on a pour le 6 c'était raise pour slope la pente. La pente, c'est pas slope? Oui, c'est slope, ouais. C'est 6 normalement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. C'est la pente. Après, when dn égale 7, then après on a hollow qui veut dire ok, un creux. Ok, creux barré de pente. One. Bon, ça, vous pouvez copier, on peut aller plus rapidement, je pense. When dn égale à 8, then on a barre de pente. When dn égale 9, on a la vallée. Et enfin, 10, on a la dépression. Ok, maintenant, quand on finit nos when, case when, on va terminer avec un end. On termine. Voilà. Donc, bon, pour le dernier, on pouvait juste mettre else dépression, tout simplement, si on veut. C'est-à-dire, si on veut dire tout ce qui reste, parce que c'est évidemment 10 uniquement qui reste, on pouvait juste mettre else dépression et ça aurait fonctionné aussi sans souci. Ok. Ok. Ou bien si on voulait juste mettre le paquet sur certaines formes et le reste on dit autre forme, on pouvait dire par exemple, on prend when 1 plat, 2 sommet, 3, ou bien on laisse 3, on prend, je sais pas, 6 pentes, après peut-être on prend 9 vallées, après on dit else, autre, par exemple.
Donc je fais OK. Voilà, là il a calculé. Bon, la zone n'est pas trop vaste, donc il n'y a pas de souci. Je peux enregistrer en cliquant sur le crayon. OK, j'enregistre. Maintenant, quand je retourne sur ma table attributaire, je vois que j'ai l'EDN, mais j'ai la forme. Donc, dans ma symbologie catégorisée, au niveau de la valeur, je peux maintenant prendre forme. OK, je vais tout simplement classer. Je vais dire oui. Donc là, j'ai un classement qui est beaucoup plus clair. Donc là, je comprends vraiment ce que je fais. Et je vais prendre, par exemple, comme j'ai dit, certaines formes et je vais uniquement mettre le paquet sur ces formes-là, par exemple. Je peux, par exemple, conserver balai. Là, on a bas de pente. Bon, je sais pas forcément nécessaire. Bas de pente, creux. Je vais laisser dépression, roulement, éperon. Ok, je pense que je vais fusionner ce sommet. Je pense qu'on est bon. Je vais faire clic droit sur cette sélection. Je vais faire fusionner. Et je peux l'appeler autre, par exemple. Ou bien, tout simplement, je peux décocher ça pour ne pas les afficher ici au cas où. Donc après, c'est à nous de voir en fonction de ce qu'on veut vraiment étudier. Et on fait aussi une symbologie qui sera adaptée. Donc la vallée, on peut tout simplement mettre ça avec une couleur bleue, soit plus pratique, ou bien du vert un peu foncé. Voilà. Je vais mettre quelque chose comme ça. Après, on a les sommets, je pense que c'est bon comme ça. La crête aussi peut se rapprocher du rouge, je pense. On a les sommets, les crêtes, mettre les crêtes comme ça. Là, la zone plate qui est là, tout ce qui est autour, on peut mettre ça avec une couleur beaucoup plus neutre. Je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ça. Ok, après on a la pente, les zones de pente, je pense que c'est pas mal, mais on va faire en sorte que ça ne soit pas trop agressif. Je vais enlever le pont satellite pour voir. Ok, là on a les dépressions aussi. Les zones dépressionnaires, normalement aussi, peuvent être un peu dans le bleu. Mais l'essentiel ici sera de voir un peu comment on le gère. Là, la zone, pour voir les petites formes, quand même, la zone, on peut dire qu'elle est un peu vaste, parce qu'on n'arrive pas à voir les petites formes. Et maintenant, là, ce qui peut, par exemple, aider, c'est de mettre les petites formes avec des couleurs qui ressortent mieux, et les grandes formes, comme ici, de les mettre avec des couleurs qui seront beaucoup plus, moins vives. Comme ça, elles vont laisser respirer la carte pour qu'on puisse voir les autres. Par exemple, là, je vais mettre quelque chose comme ça. Je pense que c'est trop petit. Ok, après, peut-être les dépressions. Je pense que je vais opter pour, par exemple, le jaune, un peu comme ça. Peut-être que là, je vais pouvoir légèrement y voir. Pas top, mais ouais, c'est parce qu'ils sont trop petits quand même. Voilà. Après, on a les crêtes. Je pense qu'on est bon. Les sommets. Ok. Et les autres qui sont là, je pense que je vais les mettre juste en gris pour présenter les autres formes. Après, je peux aussi bien organiser ça. Ok. Je vais mettre autre en bas, par exemple. C'est à toi de bien organiser de la façon que tu souhaites. Ok, balai, crête, dépression, machin. Je vais mettre les dépressions ici. Balai, dépression, sommet, crête. Voilà. Donc, en gros, c'est ça.
l'essentiel, ce sera après de voir est-ce que tu peux passer plus de temps à optimiser la symbologie pour rendre le tout visuellement, voilà, Ok. intéressant. Sinon, faire un peu la cartographie avec des planches, par exemple, en découpant la carte en deux et en trois pour mieux mettre le paquet sur, pour mieux montrer des choses à grande échelle. Ok, il y a autre chose dont vous avez parlé, par exemple, si on voulait voir un peu la superficie occupée par chaque classe. Là, il fallait normalement, ce qui serait plus simple, c'est de regrouper toutes les entités d'abord. Parce que quand on est sur la table attributaire, on voit que ici on a vraiment plusieurs. Il y a 125 000 machins. C'est même souvent pour cela que c'est un peu lent, le rendu. Donc on peut les regrouper. Bon, je pense que je peux exporter ma couche avant ça aussi. Donc je vais cliquer ici comme sur les laisser en temporaire. Je clique ici sur l'icône tout simplement. Et là, je peux aller mettre ça sur mon dossier. Tac. Et non, on était sur MNT. Tac. Yo. Je montre aux pièces. Et là, j'appelle le fichier tout simplement forme. Ok, là, il est en train d'enregistrer mon fichier. Pareil, je pense qu'il faut enregistrer le projet. Formation plus MNT. C'est ça. Là, je vais aller sur vecteur, outil de géotraitement, regrouper, ok, pour pouvoir regrouper ces entités-là. Vecteur, outil de géotraitement, ok. Et là, je vais cliquer sur champ de regroupement, ici, et donc je vais les regrouper par mots, ok. Je fais OK, et je vais faire, ensuite je vais faire exécuter directement. Le regroupement, quand même, ça prend un peu du temps en fonction de, là, on a des centaines, plus de 100 000 entités, donc ça peut vraiment prendre du temps. C'est Parfois, trop. ça le regroupe, ça aussi, ça arrive. Mais l'idée, c'était de montrer que c'est facile d'apprendre. Là, ça va un peu. Voilà. Bon, j'avais mis pause à l'enregistrement. Je pense que je vais reprendre un peu le calcul pour les autres. Je vais sur la calculatrice de champ. Je crée un champ, je l'appelle superficie, par exemple. Après, on va mettre en décimale réelle. Et puis, on va mettre area, arrobase, géométrie. Et là, quand on fait OK, il va calculer la superficie en mètres carrés, parce que c'est l'unité par défaut. Voilà. Et si on veut convertir, on peut le convertir en hectares, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, on peut sélectionner tout ici, avec ces trois barres-là. Après, on peut copier avec cet outil-là. Une fois qu'on a copié, si vous voulez, vous pouvez faire un graphique avec Excel qui va représenter un peu les différentes, les superficies des différentes, voilà, concentrations différentes, si vous voulez. Mais le plus important sera la partie cartographique. Donc là, j'enregistre, OK. Ok, donc là c'est la couche regroupée, là c'est la couche
de mes formes, donc vectorisées. Donc c'était vraiment ce que je voulais montrer par rapport à cet outil-là. Donc ce qui nous permet un peu de gagner du temps sur l'identification de certaines formes du relief qui peut peut-être être utilisé dans certains cas. Par exemple, dans l'étude d'inondation, des choses comme ça, on peut, par exemple, penser, au lieu de directement, d'habitude, on prend juste l'altitude et on se dit, OK, voici là où on a les basses altitudes, mais en réalité, géomorphologiquement, quelles sont vraiment les formes que l'on a qui peuvent plus renseigner sur l'inondabilité d'une zone que uniquement la topographie. Parce que la topographie, c'est juste l'altitude qu'on a, mais on met pas l'altitude en rapport avec les zones qui sont autour, en rapport avec les pentes, etc. Maintenant, le fait d'avoir cette géomorphologie qui met en rapport l'altitude et ce qu'il y a autour, là, on voit bien que quand même là, on a les zones qui sont plates. Même s'ils sont dans une zone basse, peut-être elles sont moins susceptibles d'être inondées. Là, on a des zones de pente, donc il y a probablement la probabilité que l'eau s'écoule sur ces versants-là et que donc en aval de ces versants-là, on aura plus les zones d'accumulation comme on le voit ici. On a les vallées ici, on aura probablement les dépressions aussi, tu vois. Au centre des vallées, on a des dépressions. Donc c'est un peu ça. À chacun aussi de voir comment il peut valoriser ça. Est-ce que tu as une question par rapport à ça avant d'aborder les... Oui, on peut continuer. D'accord, c'est super. Ok, donc là, on va aborder la question des REM, des Relative Elevation Model. Donc là une ressource qui est vraiment formidable, en tout cas déjà, ne serait-ce que pour visualiser, c'est le site de Danco Carto. On va essayer là. Là, vous allez vraiment voir des REM qui sont top. Il y a même un tuto qui explique un peu ça. Vous voyez, donc ça fait un peu ressortir la vie autour des rivières. Le concept, c'est quoi? Des REM, des Relative Elevation Model. C'est tout simplement, au lieu de juste d'avoir un MNT qui est comme ça, qui est, comment dirais-je, relatif au niveau de la mer, au niveau zéro, d'avoir un MNT qui est relatif plutôt à quelque chose de particulier, notamment au lit mineur d'une rivière, au fond de vallée d'une rivière. Comme ça, là, ça te fait voir autour de la rivière comment se distribuent les altitudes, donc autour de la plaine d'inondation. S'il y a par exemple une montée des eaux, là, tu auras plus la possibilité de voir les zones qui seront plus en risque de submersion, par exemple. Donc, je pense que ce ne sera pas très pratique de le faire avec ce MNT-là. Donc, on va... Bon, si c'était une zone quand même où on a des fonds de vallée, etc., on pourrait l'essayer. Maintenant, là, par exemple, on peut utiliser les MNT du Sénégal et voir ce qu'on peut faire dans une zone... Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, avec les fleuves autour, tout est un peu plat, donc on n'a pas vraiment cet aspect spectaculaire qu'on a ici sur des fleuves voilà, américains, etc. Donc là, on a vraiment un look spectaculaire. Mais on peut quand même essayer de faire des choses. Donc, je vais essayer de partir sur la Casamance. On va prendre un affluent pour l'exercice parce que souvent, ça consomme beaucoup d'énergie, hein, beaucoup comment dirais, de ressources. Mais on peut prendre par exemple un exemple ici, vers la Casamance, pour voir la différence qu'on aura entre le REM et surtout comment vraiment faire un Relative Elevation Model. Et je pense que là, j'ai enregistré ce projet pour garder l'espace. Ben, c'est pas grave, je vais continuer sur le même projet. Je vais juste supprimer ça. Je vais juste supprimer ça, là. Ok, là, on a notre MNT. Donc, on va étudier cette zone-là. Donc, la première chose qu'on va faire avant de continuer, c'est par exemple de découper ce MNT par cette zone-là. Ok, on peut juste découper par le canevas Ricard. Donc, on zoome jusqu'à avoir la zone qui nous intéresse.
Par exemple, cette zone-là, comme j'ai dit. Après, on peut découper le MNT par cette zone-là. Et on va aller sur Raster, Extraction. Cette fois-ci, on va prendre découper selon une emprise parce qu'on veut juste le carré, le rectangle va englober ça. Découper selon une emprise. Là, on peut prendre juste étendue du canevas de carte ou bien on clique ici. On fait dessiner sur le canevas de carte. Par exemple, et là, on peut dessiner la zone. Bon, ça valait même pas la peine, mais on peut faire ça aussi. Après, valeur nulle, on peut mettre comme l'autre fois 9999 et on peut exécuter déjà. Ok, première étape franchie, on a un MNT qui est découpé. Voilà, c'est celui-là qu'on va utiliser. On peut le renommer si on souhaite. Okay. Deuxièmement, c'est de vraiment aller placer des points sur le lit parce que c'est ça qui sera notre référence. Le niveau du lit, donc de ce fleuve-là. C'est ça qui sera notre référence pour pouvoir recalculer le MNT de telle sorte que ici, ça ne sera plus relatif au niveau 0, comme je l'ai dit, au niveau de la mer, mais sera relatif à ce niveau-là. Donc l'altitude qu'on aura ici, ce sera plus l'altitude absolue par rapport au niveau de la mer, mais par rapport au niveau de la rivière. Comme ça, je l'ai dit, si le fleuve d'abord, on sait vraiment les zones qui seront plus susceptibles d'être touchées. Donc, pour ce faire, il y a quand même certaines étapes. La première, ce sera de créer un peu des points, ok, le long de cette géométrie-là, ok. Et à partir de ces points-là, on va faire un échantillonnage, donc du MNT, pour que ces points-là aient des valeurs d'altitude, ok. Mais une fois que les points ont des valeurs d'altitude basées sur le MNT, on va maintenant faire une interpolation, ok, de cette altitude-là, de ces altitudes qui concernent uniquement le lit, de telle sorte qu'on aura un peu ce qu'on appelle un raster constant. Bon, pas forcément constant, mais en tout cas qui est uniquement basé sur les altitudes que l'on a ici. Donc, ce sera un raster un peu à pente à sens unique, je dirais. Voilà, où on n'aura pas un peu des irrégularités, de grandes variations de relief. Donc, pour ce faire, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va vraiment passer à la pratique comme ça, vous voyez. Donc, on va créer une couche. Maintenant, au lieu de créer une couche de points et placer manuellement les points, souvent ça peut être compliqué, surtout avec l'intervalle entre les points. On va créer une couche de lignes. Après, on va transformer ça tout simplement en points. Donc, on va aller sur couche, créer une couche, nouvelle couche, shapefile par exemple. Et là, je fais tac. Je vais aller dans mon dossier. Donc, je suis toujours dans MNT. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Relative Elevation Model. Et là, je vais après, par exemple, là, c'est ma ligne de points. Ok, ligne fleuve, je dirais. Ok, je fais enregistrer. Bon, on peut aussi essayer de prendre un fichier vectoriel de cours d'eau, mais la plupart du temps, peut-être si tu les superposes ici, ça peut ne pas correspondre à ce que tu veux. Alors que là, on est souvent obligé de prendre vraiment une ligne qui se rapproche le plus possible du fond de vallée qu'on a. Donc, type de géométrie, on aura polyline. Et là, on peut mettre 32,628 par exemple. Et là, on n'a pas besoin de champ, de machin. On fait OK. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, je vais mettre ça en rouge pour que ça soit visible. Oups, bon, c'est pas grave, c'est en bleu. Je fais comme ça. Je vais venir, je prends ajouter une antilinéaire et je vais ajouter ici ma ligne. Donc là, ici, on n'arrive pas à voir alors que normalement, on doit l'échantillonner. Donc, avant de tracer, ok, parce qu'il faut être précis, avant de tracer, donc je suggère qu'on fasse une petite symbologie sur la couche découpée. Ok, sur la couche découpée, on va prendre ici, comme d'habitude, c'est de couleur à bande unique. Je pense qu'on peut rester sur ça. L'essentiel, c'est de bien voir le fond. Maintenant,
très important. Donc ici, on peut ajuster les valeurs de telle sorte qu'on va bien voir le fond de vallée. Donc ici, il a pris minimal 26, maximal 87. On peut essayer de réduire la valeur maximale, peut-être. Après, en tout cas, on ajuste. Peut-être augmenter la valeur minimale aussi. Donc, minimal, je vais mettre 30 par exemple. Maximal, je vais diminuer. Là, c'est vraiment un peu de... ok. Bon, je pense que si je diminue, là, ce sera pas top. J'augmente 45. Ok, là, c'est trop. Bon, attends, si je diminue plus, là, je vois pas trop. 10. Là, je vois pas trop. Je pense que je peux rester sur les 30. Ok. Bon, je vais rester sur les valeurs par défaut. Je voulais juste, donc là, je clique sur paramètres de valeur min-max. Je reviens à min-max. Je pense quand même j'arrive à voir un peu. Souvent, c'est lié à la résolution du MNT. Si on a une résolution beaucoup plus fine, ce sera top. Maintenant, autre chose qu'on peut essayer de faire pour bien échantillonner, c'est ici, après avoir cliqué sur paramètres de valeur min-max, statistique de l'emprise, mettre ça à valeur actualisée. Comme ça, quand on zoome, ça va s'actualiser et on pourra mieux suivre le tracé. Ok, emprise actualisée. Maintenant, je vais tracer tout simplement le truc. Donc, je zoome, vous voyez, donc là, ça s'actualise. J'arrive à mieux voir le fond. Donc, je vais tout simplement suivre cette zone, la zone la plus sombre que je vois. Ok, donc je fais tac. Ok, je suis sur la couche, j'active le mode édition, je trace. Bon, là il faut être précis, mais pour pas perdre du temps, je vais quand même prendre le grand pas. Ok. Donc on peut aller sur quelque chose comme ça. Ok, là on va prendre le cours principal qui est là. Donc comme j'ai dit là, pour aller rapidement, je pense que je peux dézoomer. Hein. Ok, je dézoome, je zoome. Donc là ça s'adapte, je vois mieux le fond de la vallée. Tac. Après on continue encore une fois. Donc là c'est moins évident, mais vu qu'on a activé l'actualisation, vous voyez, là on voit l'essentiel c'est de suivre la zone la plus basse en bleu. Ok. Là on peut s'arrêter là, si on fait clic droit, on fait tout simplement ok. Donc là on a notre ligne de cours d'eau qui est là, notre ligne de fond de vallée qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va transformer cette ligne-là en point. Ok. Pour ce faire, on va juste aller sur la boîte à outils traitement. Comme d'habitude, traitement, boîte à outils. Ici, on va rechercher point le long d'une géométrie. Point le long. Ok. Point, des points le long d'une ligne. Centroïde de pixels, point aléatoire. Donc, celui-là, il est mieux. Point le long d'une géométrie. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire c'est la couche ligne. C'est pour cela que c'était important aussi de prendre la bonne projection, comme ça les distances seront en mètres. Je vais lui dire à chaque, bon, je vais pas prendre une distance trop petite parce que ça n'aura pas beaucoup de sens. Peut-être à chaque 100 mètres, ok, qui va placer un point. On va faire exécuter pour voir. Bon, je pense que les 100 mètres aussi c'est trop, hein. Il y a trop de points, l'interpolation sera longue. Je vais plutôt lui dire à chaque 1000 mètres, donc, ou bien à chaque 1 km. Chaque 2 km, on va voir. Et 2 km, c'est un peu trop hein, pour garder la précision. Voilà, je vais mettre à chaque 1 km. Je supprime cette couche. À chaque 1 km. Voilà, maintenant à chaque 1 km, lui, il va placer un point. Il a déjà placé les points d'ailleurs. Ok.
Maintenant, la couche ligne ne me servait qu'à ça, hein, parce que si on voulait nous-mêmes placer les points, on n'aura pas la bonne intervalle et on n'aura pas peut-être pas le bon alignement. Right? Donc, on va prendre cette couche de points qu'on voit, c'est juste des points, hein, c'est juste des points. On a juste la distance, l'angle par rapport au départ. Mais on n'a pas la valeur d'altitude. Alors, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va utiliser un autre algorithme, traitement boîte à outils. Cette fois-ci, on va prendre l'algorithme prélevé. Donc, vous recherchez prélevé. OK, vous recherchez prel. Vous avez un prélèvement. Ouais. Prélèvement des valeurs raster ponctuelles. OK. Donc, vous restez sur les points interpolés. Et la couche raster, ce sera le raster découpé. OK. Et là, vous allez tout simplement faire exécuter, hein, vous n'avez pas d'autre chose à faire. Le sample, vous pouvez laisser ça comme ça. Ce sera l'attribut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ma nouvelle couche? Je vais la rendre un peu plus stylée. Je vais mettre en jaune. Qu'est-ce qui se passe sur ma nouvelle couche? Vous voyez, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle sample, sample1. Donc là, j'ai les valeurs d'altitude. Donc mes points ont maintenant des valeurs d'altitude, alors que ces points initiaux n'ont pas de valeur d'altitude. Donc tout ça, on l'a fait pour avoir ça. Maintenant, à partir de cette couche de points, on va créer le fameux raster qui sera constant par rapport aux rivières. Ce n'est pas encore le Relative Elevation Model, c'est juste un raster, entre guillemets, monoclinal, qui va suivre juste la pente de la rivière. Donc, on va retourner sur la boîte à outils, on va prendre interpolation IDW. Donc, on recherche IDW, interpolation IDW. OK? Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est très important. D'abord, la couche vectorielle, c'est la couche échantillonnée et non point interpolé. Donc, c'est la couche échantillonnée. L'attribut d'interpolation, c'est l'attribut qui porte les altitudes. En l'occurrence, c'est sample, sample 1. Et après là, on va cliquer sur le plus pour ajouter cet attribut. C'est obligatoire. Donc, on l'a ajouté, ces points, c'est bon. Coefficient de base, c'est pas forcément nécessaire. C'est même pas ce que ça veut dire. Après, on a l'emprise. Donc, il faudra définir une emprise pour que l'outil sache comment fonctionner. On peut juste lui dire calculer depuis la couche et on va prendre la même couche échantillonnée. Voilà, vu que c'est les unités en mètres. Après, il nous dit taille du pixel résultat. OK, c'est tout simplement la résolution. Donc, ici, on va venir, au lieu de ligne et colonne, on va pas toucher ici, on va venir sur la taille X et Y. Vu que notre raster de base est de 30 mètres, on va juste mettre 30 mètres. Voilà. Donc, ici, dès que vous mettez 30, vous n'avez plus besoin de toucher ici parce que ça va s'adapter automatiquement. Donc, vous mettez ici 30 et c'est bon. Donc, vous aurez 635 lignes et 704 colonnes. Enfin, vous pouvez exécuter ou enregistrer votre raster. Bon, je peux l'enregistrer vers un fichier. Je vais aller le mettre dans mon dossier et je vais l'appeler raster monotone, par exemple. OK, raster monotone du rivière. Je fais exécuter. Là, vu que la zone n'est pas trop vaste, donc ça passe rapidement. Donc, comme on le voit, maintenant, on a un nouvel MNT, mais qui, par rapport au MNT qu'on a, on ne voit plus les autres rivières, les trucs machin, parce que ce raster-là est uniquement, où est mon truc? Ce raster, OK, voyez, il est uniquement basé sur le rivière. Donc, on a la zone haute et puis on a la zone basse. Et maintenant, c'est lui qu'on va utiliser pour pouvoir dire à celui-ci, OK, maintenant on veut le MNT, celui-ci va être adapté à cette altitude. OK, donc là, ça veut dire que si on part par rapport à la rivière, donc de là à là, on a la même altitude. Donc, ce qui sera là, si par exemple ici on avait 30 mètres, c'était par rapport au niveau de la mer, ou bien, je sais pas, 90 mètres, machin, bon, on avait quelque chose ici, on a jusqu'à 22, 85, si on avait ici 60 mètres,
par rapport à la mer. Maintenant, ce ne sera plus ça, ce sera par exemple 5 mètres par rapport à la rivière, machin, quelque chose comme ça. Là, 5 mètres par rapport à la rivière, machin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que c'est trop rapide? Oui, c'est bon, c'est correct. Ok, super. Cette fois-ci, on va aller sur la calculatrice de champ. Ok. Pour lui dire le MNT, comment dirais-je, mon MNT relatif, ce sera quoi? Ce sera tout simplement la différence. Là, malheureusement, je peux pas complètement te montrer, mais peut-être si je fais une vue 3D, je peux te montrer. Comme ça, avant de le faire, tu vas voir. Internet, extension, je peux le gérer. Bon, ça, c'est pour faire la 3D, hein, c'est pas l'objectif, mais on peut avoir juste tout PJS. C'est quoi ça? Juste tout PJS, install. Donc, il y a un problème. Bon, c'était pour te montrer la vue 3D, mais apparemment, il n'arrive pas à... Oui, les données peut-être sont au volume, non? Ouais, peut-être. Il n'arrive pas à gérer ça, vue 3D. Bon, c'était juste pour... Comme on le voit ici, hein, donc là, comme j'ai expliqué, là, c'est par rapport au niveau de la mer. Là, c'est vraiment par rapport au fleuve. Donc, c'est de lui dire qu'il va faire la différence. Maintenant, au lieu que ici, on est 30 mètres parce que c'était par rapport au niveau de la mer, quand tu descends jusqu'au niveau de la rivière, tu vas, entre guillemets, couper ça. Comme ça, on n'aura plus que ce qui est entre le niveau du fleuve et le sommet. Ok. Ok, donc on va aller sur raster, calculatrice raster. Ok, calculatrice raster. Donc on va juste lui dire, il faut savoir que MNT Sénégal, on n'en a plus besoin, on l'avait découpé. Donc c'est celui-là, notre MNT. Donc on va prendre découper moins, ok, raster monotone, tout simplement. C'est ça l'expression. Et là, on va cliquer sur touche de sortie, on va l'enregistrer, souvent c'est important pour pas avoir de soucis. Ok, et là, on va le mettre, je sais pas, est-ce que j'ai reprojeté mon MNT parce que ça peut poser plus de questions. Mais bon, on va essayer. Je vais le mettre dans mon dossier de formation. Et là, c'est vraiment mon thème, en fait. Politic Elevation Model. Bon, je pense que c'est au... Là, non, c'est pas là. Je pense que c'est dans quoi là. On va essayer de zone. Enregistrer. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire normalement. On fait OK. Là, il est en train de calculer et il m'a ressorti le résultat automatiquement. Ok, à première vue, on va se dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le MNT original, comme on le voit. On a les mêmes formes. On va faire de la symbologie. C'est de couleur abandonnée. Ok, donc on voit juste quelques légères différences. Par exemple, ici au sommet, on voit que là, presque toutes les altitudes sont au même niveau, presque que la rivière en fait. Alors qu'ici, on avait un peu des zones beaucoup plus surélevées. Ok. Et on peut un peu étudier ça dans le détail. Et ici, peut-être cette zone-là, on voit que quand même c'est réellement surélevé, alors que si on avait juste l'altitude de base, ce n'est pas si surélevé par rapport au niveau.
Donc, c'est tout ce qu'on voit là maintenant, c'est par rapport vraiment au niveau du fleuve, en fait. Du fleuve. Ouais, donc, comme ça nous donne un peu une idée des zones qui sont plus dépressionnaires. Donc là, on identifie par exemple ici, on a une zone. Bon, là, je vais enlever notre raster entier. Donc, bon, c'est un peu ce que je montre tout à l'heure, hein. Donc, partout, toutes ces zones-là, c'est peut-être, même si c'était dans une zone surélevée topographiquement par rapport à la mer, en réalité, par rapport au fleuve, on trouve que ces zones-là, quand même, c'est des zones qui sont assez basses et peut-être très vulnérables à une submersion, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, là, par rapport au fleuve Sénégal, etc., donc, on n'a pas forcément des résultats spectaculaires comme ici, okay? Parce que les fleuves n'ont pas les mêmes histoires, ne sont pas si méandriques que ces fleuves-là qu'on a ici. Et la résolution aussi, ça compte beaucoup, comme je le disais. Plus la résolution est fine, plus vous aurez la possibilité de capturer un peu les différences d'altitude, en fait. Et surtout ici, quand on observe maintenant, pour bien vérifier, ici on voit que l'altitude maximale, elle est plus à 87, ici on a 27, mais plutôt à 46, ouais, 46. Donc c'est parce que c'est maintenant par rapport au niveau du fleuve. Je pense que j'avais fait comme ça. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Pour le modèle que vous venez de faire là, c'est juste pour tourner, c'est pour mettre tous les surfaces au même niveau d'altitude. Ça là. Comme, oui. Ok, c'est-à-dire les mettre par rapport à un même niveau de référence en fait. Au lieu de laisser par De défaut, référence. Ok. en référence par rapport à la mer. Parce qu'on peut servir un exemple spécifique comme je l'ai dit. Regardez cette topographie par rapport à notamment c'est utilisé pour les rivières en fait. Pour voir, C'est pour les rivières. Ouais. Notamment c'est ce qui est plus courant pour voir par rapport au niveau de la rivière. Puisqu'on a pour un peu mieux connaître, comme l'exemple ici, ça permet de mieux renseigner sur l'histoire un peu de la rivière, parce que là, on voit les anciens méandres, vous voyez. Donc, ça veut dire que à une époque avant, tout ce fleuve-là, il passait par ces méandres-là, parce qu'on voit, voilà, c'est cette histoire-là que ça révèle en fait, et que maintenant, aujourd'hui, il passe juste par là. Maintenant, je pense qu'on peut trouver d'autres cas d'usage, hein. Bon, moi, je pense que l'usage qui me vient le plus souvent en tête, c'est le cas l'étude de la vulnérabilité ou bien d'un risque d'inondation. Comme le premier facteur, c'est la topographie. Si on se base uniquement sur l'altitude comme ça, brute, ok, comme je le vois ici, ça ne nous renseigne pas forcément. Ça renseigne que par rapport à l'aval en fait. Parce que plus la zone est vaste, plus, c'est pas comment dire, plus les zones qui sont un peu plus hautes là, on va pas pouvoir les capturer ce qu'il y a là-bas en fait, alors qu'il y a vraiment des dépressions qui sont là-bas. Mais vu que c'est le niveau topographique global, tout ce qu'on va avoir comme zone basse, ce sera au niveau de l'aval en fait. Maintenant, quand on a le Relative Elevation Model, lui, il s'en fout entre guillemets. Il va avoir autour des cours d'eau des zones qui sont vraiment basses. Donc jusqu'en amont, là c'est en amont, et on voit qu'il a identifié des zones basses qui sont potentiellement inondables, même s'ils sont en amont, parce qu'ils sont autour du cours d'eau. S'il y a un peu un débordement du cours d'eau, ces zones peuvent être assez vulnérables. Contrairement ici, tu ne vas pas avoir ici une zone basse parce que ce n'est plus par rapport à la rivière, mais par rapport à la mer qui est là. Donc plus on s'éloigne de la mer, plus on va se dire qu'on est tranquille, alors que c'est pas le cas. Donc c'est un peu ce cas quotidien, mais peut-être en étudiant, on peut avoir en urbanisme, peut-être on peut avoir des cas intéressants.
de voir, par exemple. C'est toujours, moi, je pense toujours en termes d'eau, hein. Peut-être que je suis voilà, mais Mhm, même en termes d'urbanisme, par exemple, si mhm, tu veux construire une maison, ou bien tu es un promoteur dans ce sens-là, peut-être qu'il peut mhm, y avoir une dépression en ville et tu peux mhm. voir non pas juste l'altitude de là où je veux construire, mais c'est l'altitude par rapport à la dépression qu'il y a à côté. Une fois que, par exemple, il y aurait des inondations et que cette zone est saturée, est-ce que si ça déborde, est-ce que ça peut toucher ma zone? Et ça, avec la topographie uniquement comme ça, sans le mettre en rapport par rapport à ce niveau-là, peut-être tu n'en sauras pas grand-chose. Mais quand tu le mets en rapport avec cette dépression-là, tu peux savoir, donc, la zone dans laquelle je suis, elle est juste à 0,5 cm ou 0,5 mètres par rapport à la dépression. Donc, s'il y a vraiment un débordement, je suis peut-être vulnérable. Mhm. Mais si tu le laisses par rapport au niveau de la mer, tu vas dire, ah non, ma zone, elle est à 10 mètres, mais à 10 mètres au-dessus de quoi? Au-dessus de la mer. Ok. Donc là, c'est un peu ça. En fonction de ce qu'on fait, on peut toujours essayer de voir ce que ça peut nous apporter. Je pense que, Correct. en tout cas, ce qui est prévu, après, je pense qu'on va attendre jusqu'au demain, Inch'Allah, Ok, pour ok. parler de temps de population. Maintenant, ce que je vais faire, bon, je vais mettre Mhm. la vidéo, bon, j'ai parlé de jeux au Sénégal, vous pouvez voir le site après, Ok. et ensuite, je peux même, faire mon site pour faciliter la tâche, les liens qu'on a vus. Mhm. Ok. Bon, si tu as d'autres questions, on peut en Oui, oui, c'est correct pour bien ça. Je D'accord. pense que on se verra demain, Inch'Allah.